Et bienvenue tout le monde sur ce live tant attendu de Vampire la Mascarade, la campagne de Grand Testament. J'espère que tout le monde va bien. Donc pour ceux qui suivent, vous avez dû constater que l'épisode 5 est quand même assez timide sur sa longueur, hein. Très radin sur son contenu. Et c'est malheureusement parce qu'on a eu un problème technique qui s'appelle l'enregistrement a sauté en plein milieu du live et donc on n'a pas pu euh, tout enregistrer. Donc pour cette séance, on va faire un recap un peu plus velu, un peu plus riche et goûtu pour que tout le monde puisse rattraper les wagons. Et ensuite, on va commencer l'épisode 6 comme il se doit. Mais avant de commencer ce récap, je vais demander à tout le monde si vous allez bien, si vous êtes prêts à rentrer dans cette séance avec de la force et de l'énergie. Ah oui. Oui, Enfin, on a peur. l'énergie, il y en a qui en ont moins que d'autres, mais beaucoup de motivation pour regarder ce qui va suivre. Super. Bah, on a un coucou du chat de Invincible Jane. Et Plusieurs U, donc c'est un coucou. C'est comme ça. Voilà. Soit c'est de l'amour, soit c'est de la haine. Hein, mais Moi, je pense que c'est de l'amour, j'espère. j'espère que c'est de l'amour. Ah. Alors, comment ça va, vous? Et, Eh ben, très bien de mon côté. J'attends beaucoup de cette nouvelle séance, encore une fois. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai hâte de les résumer aussi aux viewers qui ont malheureusement raté ça, mais on fera de notre mieux pour récapituler tout ce que vous avez manqué. Et il s'en est passé des choses. Ah ouais. Oh, Là, vous n'avez pas idée. Vous avez pas idée. Il y a eu de l'amour, du combat, de la trahison. La fille qui commence à... Ah, ouais, grave. ah, la seule chose qui veut pas, c'est le combat. Pas encore. Ah, C'est vrai qu'on s'est jamais battu encore. Pour l'instant, Entre les dans la fois, cotille. vous auriez... Pour l'instant, pour l'instant, les endroits où vous auriez pu vous battre, vous vous êtes toujours débrouillé pour esquiver. Pour combien... Enfin, après, il y en a qui se sont battus plus que d'autres. À voir combien de temps vous allez... comme ça. Tenir sans nous battre. Et toi, Gwen et Marcus, ça va, vous vous sentez d'attaque? Eh bien, moi de mon côté, oui. Alors, j'ai très hâte qu'on vous raconte ce qu'il s'est passé et que vous avez loupé, mais surtout, j'ai très hâte de suivre ce qu'il s'est passé. Ça veut dire que peut-être il y a eu des dates, peut-être qu'il y a eu des trucs, on sait pas les amis, hein. Peut-être. Finalement, c'est une forme Marcus de est là, combat, peut-être. laissez-moi tranquille avec l'amour. Il n'y a pas eu de combat au sens premier du terme, mais peut-être il y a eu un peu de corps à corps. Ce qu'il n'y a pas à côté quand on dit you. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Il y a les horny as fuck, là, comme ça. Et Devinez c'est qui. il y a Bull et Marcus qui sont genre, mais qui sont ces gens? Ça va, Marcus? Tu es toujours parmi nous? Alors, on t'entend pas, Marcus. Hein. Fais bien de te poser la question. Je crois que Marcus a dit qu'il était AFK pour régler un souci de 2 minutes. Ah, Ok. bah écoute, si Bah, si jamais tu on veux, peut tu commencer peux. le... Bah oui. Eh bien, c'est parti pour ce récap. Alors, soyez pas surpris pour ceux qui nous voient. On va essayer de faire ça de manière fluide. Et donc, vous verrez que les personnes qui narrent au fur et à mesure. Et après, vous nous verrez tous en même temps. Donc, pas de panique pour ça. Il y a Nesquik. Et c'est parti. Est-ce que vous voulez que je commence du coup, vu que j'ai commencé à prendre la parole? Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière séance, Ignatius est revenu vers nous. Alors, on va peut-être commencer au tout début. Il y a le Covid qui est arrivé en France. Il y a eu quelques cas. On nous a demandé à peu près qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, certains étaient plus intéressés que d'autres de suivre un peu cette pandémie. En général, la vie a suivi son cours. Et
bien évidemment, Ignatius est revenu vers notre coterie pour nous donner une nouvelle mission. Scapin a pris du grade maintenant qu'il n'y a plus son frère, Yoris. Pareil pour Ophélie, qui est devenue enfant de primogène. Voilà, bon, je tiens à mettre un peu mon statut en avant. Bien évidemment, Mathia a aussi gagné en popularité grâce à sa dame durant ce qui s'est passé, le tribunal. Et Marcus, fidèle à lui-même, enfin Nestor, fidèle à lui-même, eh bien c'est un trémère. Du coup, Et du coup, le Covid, effectivement, il a suivi ça avec ses comparses. Ignatius nous a du coup invités au Théâtre du Châtelet, un très bel endroit où des prestations de grande popularité s'y passent, et nous a confié une mission car une de ses amies, une certaine Antoinette, qui est du clan Ekata, une représentante de ce clan-là, lui a envoyé des lettres et lui a confié une situation très compliquée avec les gangrels, car des personnes, enfin des vampires de son clan, sont mortes de leurs mains. Et elle demande au prince de régler cette situation ou de statuer sur cette situation délicate. Et elle demande en contrepartie une partie du territoire gangrel. Donc Ignatius est venu nous voir et nous dire, vous serez les représentants du prince, vous allez devoir savoir qu'est-ce qui se passe sur ce territoire et un peu nous faire un rapport de qui a raison, d'où viennent les tensions, etc. Ce que la coterie a bien évidemment accepté. De toute façon, on ne peut pas refuser un ordre du prince, je vais vous dire. Ophélie a joué la carte des compliments, vu que c'est un vampire Saf Nosferatu qui, bon, pas très beau, bien évidemment, mais elle comprend l'art. Elle sait parler au toréador. Elle parle la langue de Molière. Donc, elle a su soutirer quelques petites informations pour savoir un peu plus ce qui s'est passé. Et notre coterie aurait compris que cette Antoinette avait perdu quelqu'un qui était cher pour elle. Et c'est donc pour ça qu'elle rentre en jeu maintenant. Qu'elle rentre en jeu maintenant et qu'elle demande de l'aide au prince. Donc, toutes ces personnes-là, notre coterie descend de chez Ignatius et décide d'envoyer une lettre à Antoinette pour savoir s'ils peuvent passer dans son restaurant, parce qu'Antoinette est représentante de Sekata, mais aussi une personne qui détient plusieurs restaurants dans Paris, et c'est notamment son restaurant L'Abîme, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel notre coterie compte y aller. Vu que c'est un restaurant très huppé, nos vampires ont décidé d'inviter des plus simples, certains oui, certains non, et ont décidé de d'abord récolter quelques informations avant d'aller chez Antoinette pour savoir quel genre de personne c'était ou pas. Il s'avère que Scapin... Oui, petite pardon. précision, Antoinette a précisé qu'elle offrait le repas. Oui. Et d'ailleurs, au début, certaines joueuses ont cru qu'Antoinette proposait de ramener des humains pour qu'on les mange ensemble. C'était beaucoup plus innocent que ça. C'était pour offrir le repas aux mortels. Oh, c'est une écate, ça. C'est les stéréotypes. Elle est comme ça, le cœur sur la main. Vas-y, je te Et rends salé. Et il s'avère que Ophélie et Scapin connaissaient de nom Antoinette. Scapin qui avait adoré leur repas et qui disait que c'était une personne plutôt merveilleuse. Hein. Je vais pas marcher sur les mots. Et il y avait Ophélie qui était un peu plus mixte. Les sentiments étaient un peu plus mitigés. Nos amis sont décidés du coup de récolter des informations auprès de leurs sires et de leurs dames pour leur parler de leur nouvelle mission et de Antoinette, savoir quelles sont les choses à faire ou ne pas faire. Donc il y avait Scapin qui allait voir le prince pour avoir quelques informations sur la situation, et il s'avère qu'il y a eu quelques informations qui ont été changées. Pareil pour Mathia, pareil pour Nestor et pareil pour Ophélie. Grosso modo, ce qui s'est passé suite à cela, c'est que la coterie a décidé de s'habiller de couleur pâle, de ramener des armes, certains leur boule, comme Ophélie son corbeau. Et oui, c'est important, ok? Laissez Sancho tranquille. Tu peux essayer de venir sans ton boule, ça peut être compliqué.
Scapin a invité, sa secrétaire, alors je vais oublier son prénom. C'est comment elle s'appelle, la secrétaire de Scapin? Oh, après c'est Suzanne. peut-être pas Suzanne, Suzanne. pardon. Suzanne, fidèle secrétaire, de Scapin. Il y a Mathia qui a invité, un membre de sa alors c'est Sagoul. pas de sa tribu. Ah, c'était juste une goule? D'accord. Excusez-moi. Sagoul, c'est Sagoul, ami et il travaille, au Purple Bouquet comme, Mathia. OK, je pensais que ça faisait partie de son troupeau. Et Nestor et comme Ophélie est venu, seul, habillé et cetera, donc c'est comme ça qu'ils sont allés au Effectivement. restaurant, tous ensemble. Je passe peut-être le micro à Will, vu qu'il y a eu beaucoup d'informations sur Bien l'entrevue avec sûr, Antoinette. je vais passer au bon décor et j'arrive. Mmh, Pas de mmh, mmh. souci. Tu sais quoi? On va faire voilà. La salle privée, c'est encore mieux. Donc la coterie se rend au restaurant L'Abîme par l'entrée normale. C'est là qu'ils se rendent compte que le restaurant est séparé en 2. Le personnel d'Antoinette vient à leur rencontre, les salue, les identifie, prend leur manteau pour ceux qui souhaitent, avant de les escorter dans une autre salle. Une salle qu'ils comprennent immédiatement être réservée aux membres du monde des ténèbres. Elle est remplie de vampires, d'humains travaillant pour les vampires, et du gratin qui est sorti ce soir, de Kainites en train de se repaître sur leur calice. L'ambiance y est plutôt élégante, chaleureuse, un endroit d'échange, même s'il flotte autour d'eux quelques mystères, quelques légers malaises, comme tout endroit où ne dort jamais l'animal politique. Lorsqu'ils entrent dans le restaurant, les jeunes vampires remarquent immédiatement Antoinette qui est vêtue comme Ophélie l'avait annoncé, de couleur, très pâle. Elle porte des lunettes de créateur blanches. Elle est maquillée avec goût. Elle est assise à une table ornée de 2 calices, de jeunes femmes habillées visiblement comme des soumises, dans un délire plutôt BDSM. Antoinette leur prouvera pendant l'entretien qu'elle est une domina assumée, expérimentée et tout à fait appréciée par ceux qui sont sous son aile. Elle est en train de discuter avec un homme, un homme qu'ils apprendront après être Acer El Taïb, son enfant. Une fois qu'elle les aperçoit, elle salue Acer, qui comprend que son heure est finie, pas définitivement, mais en tout cas pour l'entretien. Il croise les jeunes vampires à qui il tend sa carte, en les invitant à revenir vers lui, en leur disant qu'il se tient à leur disposition s'ils ont besoin de quoi que ce soit, échange de services, échange d'informations. Il semble tout à fait cordial et chaleureux. Acer quitte la salle, les jeunes vampires rejoignent Antoinette. La leader des Hekata invite immédiatement la seule femme à table, Ophélie, jeune, fraîche et douce comme la rosée, à s'asseoir près d'elle. Elle lui fera régulièrement du charme pendant le repas. Repas, comme promis, offert par la nécromancienne. Elle a un mot pour chacun d'entre vous. Elle prend le temps de dire, ce qu'elle pense des sires et des dames, des uns et des autres. Les nouveau-nés pardon, les très jeunes lécheurs sont donc informés qu'elle sait de qui elle parle, elle sait de quoi elle parle. Ils sont, heu, connus. Je tiens juste à préciser, je n'ai pas interrompu Jade tout à l'heure parce que déjà son résumé était très chouette, mais avant que vous arriviez ici, vous ne saviez pas qu'il y avait eu 2 morts. Ce n'est pas grave, elle vous le dit à ce stade. Elle explique que 2 Hekata ont été assassinés. Le premier était un Giovanni
Et ce Giovanni, eh bien, ne le portait pas dans son cœur, un certain Gianluca Bassanello. Les Giovanni n'ont pas trop apprécié ces dernières années de ne plus être à la tête des katas, de ne plus incarner le cliché du nécromancien tel que les autres vampires se le représentent. Ils n'ont plus leur position de meneur absolu, de personne vers qui on va se tourner. Comment? Antoinette, le fait qu'elle se trouve être la meneuse des katas de Paris, n'est pas une Giovanni. En plus, c'est une femme et pour Basanello, c'était inacceptable. Donc quand Hekata leur a ordonné, vivement, chaleureusement conseillé, de ne pas aller à l'affront frontal avec les gangrels, il a estimé que c'était l'occasion de prouver à tous que lui, il savait quoi faire, que lui gérait parfaitement la situation, qu'il savait mieux qu'elle et autres arguments, typiques d'une personne de sa condition. Il a fait enlever une gangrel chez elle par ses serviteurs et il l'a torturée pour obtenir des informations. Ce que les fantômes qui étaient postés chez Basanello ont raconté après laisse croire, plus que croire, que des anarques sont venus sauver la jeune gangrel, qu'ils ont exécuté le Hekata et qu'ils sont partis ensemble. Asser El-Taïb a identifié l'un des anarques, qu'on pense être un Banu Hakim, nommé Khaled Zaki. L'autre anarque, une femme, elle est assez réputée pour qui connaît les anarques du centre de l'Europe et plutôt du nord de la France et du Royaume-Uni. Elle s'appelle Roisin. C'est une anarque d'origine irlandaise qu'on sait arriver en France il y a quelques années et qu'on découvre désormais à Paris. Antoinette dit à la coterie que, dans le fond, c'était bien fait pour lui, qu'il a désobéi, qu'il était extrêmement désagréable et qu'au final, il n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Bien. Le problème, c'est que la nuit avant qu'elle écrive à Ignatius et demande à la Camarilla de venir en tant qu'agent externe et neutre se mêler de la situation, Moira Linden, une vampire écossaise, une vampire américaine d'origine écossaise, qu'elle tenait en grande estime et pour qui elle avait beaucoup d'attachement, a été assassinée. Et cette fois, c'est trop, parce que Moira était une personne qu'elle aimait beaucoup et en plus, dans ce cas-là, pour Antoinette, elle n'avait pas provoqué frontalement les gangrels, donc elle ne méritait pas de se faire assassiner. La leader des katas présente ses arguments suivants selon elle. Ce sont des gangrels car le corps, outre le fait qu'elle a été décapitée, le corps de Moira a été découvert lacéré par de profondes griffes. On n'a retrouvé aucune goutte de sang de ses adversaires, ce qu'on peut supposer comme une preuve de leur endurance surnaturelle. Les gangrels sont connus pour généralement avoir force d'âme. Et on a exécuté la jeune vampire avec beaucoup de violence, ce qui laisse porter à croire que ce sont des gangrels. Car après tout, avec qui les Katas se disputent depuis quelque temps maintenant pour la propriété du cimetière du Père-Lachaise, que les nécromanciens veulent récupérer et sur lesquels les gangrels ont posé leurs fesses poilues. À la fin de l'entretien, Antoinette leur affirme qu'elle aimerait pouvoir trouver une fin pacifique avec les gangrels, qu'elle croit sincèrement que c'est possible. Elle leur promet de se tenir à leur disposition s'ils ont besoin d'une information ou de l'aide. De façon générale, elle glisse sa carte dans le décolleté d'Ophélie en lui disant: «Appelle-moi». Puis, elle leur donne les clés de l'appartement de Moira afin que, s'ils le veulent, ils puissent aller là-bas. Ah oui, un dernier détail, ils ont été assez troublés
de constater que aucun des systèmes électroniques, informatiques, de sécurité qui étaient mis en place chez Moira Linden n'ait fonctionné. Ils ont tous cessé de fonctionner le dans l'espace temps où elle a été attaquée. Voilà. C'est à C'est à moi. Bulle, je pense. Donc Scapin et Nestor, enfin, à la sortie de l'entrevue avec Antoinette, toute la coterie sort du restaurant, le ventre bien Non, rempli. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est chez toi, vas-y, continue. Ok, donc toute la coterie quitte le restaurant. On, on laisse nos amis, nos ghouls, nos amis mortels ou autres partir et finir leur soirée. Et on décide tous de se séparer pour enquêter sur la suite. Donc Nestor et Scapin décident d'aller à l'appartement de Moira et Mathia et Ophélie partent enquêter sur un autre aspect de cette histoire. En arrivant à l'appartement de Moira, en arrivant devant l'immeuble, déjà on constate en effet que l'appartement de Moira, pour y accéder, il y a une énorme, enfin la porte est a priori bien sécurisée, assez blindée, pour éviter toute intrusion non sollicitée, mais la porte s'ouvre aisément avec les clés. Et on arrive dans un appartement saccagé, complètement retourné, avec des traces. On repère très rapidement des traces au sol de cérémonies de nécromancie à moitié effacées, des objets éclatés au sol, des étagères à moitié vides ou à moitié pleines, ça dépend de comment vous voyez les choses, d'ingrédients qui ont l'air d'être utiles pour ce genre de rituel de cérémonie, mais pas forcément d'objets de valeur disparus. On y trouve aussi du sang, le sang qui semble être celui de Moira, mais aucun sang venant d'ennemis. Donc ce qui nous laisse sur une hypothèse de comment est-ce possible. Et en fouillant un peu dans cet appartement, Nestor et Scapin trouvent l'accès à la cave de Moira. En descendant dans cette cave, déjà d'instinct, Scapin ne le sent pas trop, donc il reste sur ses gardes en entrant dans cette pièce, euh, où on trouve seulement 2 mobiliers, 2 congélateurs au fond de la cave, congélateurs professionnels, donc de taille assez conséquente, et laisse l'enthousiasme de Nestor aller se rapprocher de ces congélos pendant que Scapin garde ses distances et regarde du mieux qu'il peut dans cette pénombre. Il laisse Nestor regarder le contenu de ces congélateurs. Avant de vous dire ce qu'il y a dans ces congélateurs, dans la cave, on y trouve d'autres ingrédients, peut-être plus précieux, plus rares, pour des cérémonies de rituels nécromanciens. On sent que c'est ici qu'elle entrepose des choses qui ont réellement de la valeur. A priori, on n'a pas constaté que la cave avait été saccagée ni accédée par les meurtriers de Moira. Donc on part du principe que nous sommes les premiers, autres que Moira, à accéder à cette pièce. Donc Nestor, dans son enthousiasme, ouvre un des congélateurs et retrouve à l'intérieur, empaquetés, étiquetés, datés et soigneusement emballés, des morceaux de viande, de chair, de membres de parties humaines, très vraisemblablement. Tout ça soigneusement rangé par ordre de taille et de date. Euh, on sent qu'il y a eu un soin minutieux et précis pour entretenir ces pièces de chair humaine. Non sans être complètement dégoûté, Scapin encourage Nestor de prendre des preuves et de photographier ces, euh, ces mets, parce que clairement, la première déduction Ces qu'il en aliments. sort, c'est que ce qu'ils ont probablement mangé au restaurant est probablement de la chair humaine. Euh,
si un vampire pouvait avoir un Walker, c'est ce que Sniper aurait fait sur le moment. Mais bon, il a la chance de ne pas avoir à faire cela. Mais clairement dégoûté, il changera sa notation de 5 étoiles à 1 sur les réseaux sociaux s'il le pouvait. Nestor prend donc des photos, car nous savons depuis l'épisode 4 que Nestor possède un smartphone qu'il a parfois sur lui. Donc avant d'aller chez Moira, on a quand même chacun passé dans nos appartements respectifs, où Scapin a pu parler avec son sire, qui était quand même très euh, contraint. Non, c'est quoi le mot Oui, contrit de la situation. Oui, Je oui, n'arrive oui. pas à trouver le verbe. Mhm. Et Nestor a pu récupérer son smartphone. Donc on prend des photos. Nestor vivant avec danger se prend même en selfie. En selfie avec le congélo et les parties de chair derrière pour prouver que voilà. Et nous remontons Mais pas également le Scapin, hein. Non, pas Scapin. Scapin le laisse Il donne les faire. ordres et il le laisse faire, hein, en Moi, bon ventru. Scapin suggère gentiment avec insistance, mais pas jusqu'à Qu'un ce qu'il se ventru. prenne en selfie. Voilà, n'exagérons rien. Nous remontons, Nestor et moi, dans l'appartement, et avant de quitter celui-ci, Nestor essaye d'utiliser son pouvoir de vampire d'Ospex pour détecter un peu plus d'éléments sur la scène de crime, mais rien de concluant en sort. Donc nous décidons de quitter cet appartement en ne touchant à rien et en n'emportant rien d'autre que les photos numérisées de la cave. Voilà. Décidé d'aller faire quelques petites recherches sur les internets pour aller chercher un peu plus d'informations sur tout ce qui se passe et pour voir aussi par rapport aux disparitions qu'il y a eu, parce que bien évidemment, avec le Covid, qui ne s'appelle pas encore le Covid, on pensait que c'était encore un petit rhume à la con à ce moment-là, c'est dit, allons faire quelques petites recherches. Cependant, ayant, comment dire, un hôte pas très conciliant, Nestor a fait une petite, qui s'avère être une très grosse erreur dans ses recherches. Merci la bête. Et s'est retrouvé sur un forum où il cherchait des informations pour effectivement avoir de quoi raconter, de quoi faire des trucs. Cependant, à force de chercher des informations, à force d'essayer d'interagir avec les personnes sur le forum qu'il a trouvé, il s'est avéré que, en plus d'être versé dans les arts occultes, ces personnes semblent avoir une certaine haine viscérale pour tout ce qui n'est pas humain. Sous-entendu, ce sont des hunters. Le problème, c'est que, encore une fois, pétri d'orgueil à cause de sa bête, Nestor a essayé de faire des trucs vite fait, a essayé de trouver des informations et s'est rendu compte assez vite que c'était pas une bonne idée. A donc fermé son PC. Cependant, bien qu'il ne s'en rende pas totalement compte, il a plus ou moins attiré le regard de certaines personnes sur lui. Est-ce que ça va arriver dans cette enquête ou plus tard? Nous ne savons pas. Mais, ça risque d'être un poil compliqué. Voilà ce qui s'est passé. En plus de faire des selfies avec la charcuterie, t'inquiète. Les petits saucissons de jambes là, aïe, 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 aïe. Il s'est mis des orteils dans les cheveux pour un déco, là, comme ça. Je te jure. Merci, Marcus. Bon retour parmi nous. Oui. Mathia? Alors, oui, je suis sur le bon décor. Du côté de Mathia, qui est parti du coup avec Ophélie, laissant Scapin et Nestor de leur côté. Mathia proposait à la base d'essayer de retrouver Bayani, qu'il connaissait. Bayani qui, pour le contexte, est ce qui est le plus proche d'un chef de meute pour les gangrels. Il est ambassadeur en fait auprès de la Camarilla pour les gangrels.
Et à la base, Mathia proposait d'aller les retrouver directement au cimetière du Père-Lachaise. Mais Ophélie a suggéré un autre plan, qui au final était plutôt une bonne idée, qui était de se rendre au French Kiss. Ophélie est une habituée de ce bar et elle était persuadée de pouvoir y trouver quelques informations qui nous mèneraient justement ou à Bayani, ou en tout cas d'avoir une invitation des gangrels. Le hasard fait que quand on a été sur place, Bayani s'est trouvé. Et du coup, eh bien, Mathia, heureux de le croiser là-bas, lui a présenté Ophélie. Et pendant cette discussion, Ophélie est également rejointe par une personne qui s'appelle Joseph. Et nos deux personnages se retrouvent du coup séparés, chacun avec une personne d'intérêt et intéressante, et pour lesquelles on est peut-être intéressé. Bayani et Mathia du coup se mettent un peu à l'écart dans un coin un peu VIP, que Bayani ne demande pas mais exige à Joseph de manière très subtile. Bayani fait un peu ses condoléances à Mathia par rapport à son âme sœur, disons peut-être. Non. Qui? Qui? J'ai oublié, excuse-moi, tu es apparu, j'ai oublié. J'avais un quoi? Un ex? Ah! Le passé, c'est le passé, il faut se tourner vers le futur. Hem et après un petit échange sur cette situation, et bien, Mathia aborde des sujets un peu plus pressants avec Bayani. Au premier abord, Bayani se ferme un peu. Il ne s'attendait pas à ce que Mathia gâche un peu sa soirée avec des sujets aussi importants. Mais voyant que Mathia est de bonne foi et direct et cash pour justement lui épargner des jeux politiques inutiles, il finit par lui accorder sa confiance et lui révèle un peu ce que les katas manigancent. Il se trouve que les katas, depuis des semaines, des mois, un long moment, s'attaquent aux attaches des gangrels, font des plans où ils envoient certains de leurs sbires attaquer pendant la journée le cimetière du Père-Lachaise. Et du coup, ils présentent un peu tout le mal que les Hécatas leur font, les priver de prêts bancaires, les priver d'accès au logement, enfin, des choses vraiment pas ouf. Il apprend aussi également à Mathia que Samara, la chef des gangrels, qui était exilée, est Non, revenue à Paris. qui s'est exilé. Ouais, qui s'est exilée, est revenue à Paris. Hem voilà. Hem, Mathia finit par mentionner, ce qu'on avait appris un peu plus tôt, autour d'Automne, son enlèvement, tout ça. Et du coup, Bayani, confirme un peu les informations qu'on avait, c'est-à-dire que, eh bien, c'est une gangrel anarque, qu'elle a été, secourue par 2 autres, vampires anarques et qu'ils auraient en effet, tué, le Giovanni. Rien de nouveau là-dessus. Et enfin, dernier point, mais très important, avant de terminer leur conversation, hem, Mathia, du coup, promet un peu son soutien à Bayani et promet qu'il va faire tout ce qu'il est dans son pouvoir pour, l'aider lui et les gangrels. Bayani et Mathia, se donnent un rendez-vous très précis et très orienté, sur, une attirance, charnelle partagée. Après l'Elysium, le 25 février, à la question de si les choses se passeront chez Mathia ou chez Bayani, Mathia répond: «On improvisera» et voilà. Mathia rejoint donc Ophélie qui a l'air, d'être dans une situation très délicate entre, Joseph et
une autre personne. Je ne sais pas s'il t'avait déjà rejoint à ce moment-là, mais je vais te passer le relais, mais Léonard. Alors, pendant que Mathia faisait des petits bisous à Bayani, elle De loin. était. Oui, leurs yeux se parlaient en fait. Mouah. Eh bien, Ophélie était avec une connaissance, quelqu'un, un vampire qu'elle connaît très bien, qui s'appelle Joseph, qui est du coup un caïtif. Et ce vampire a pour particularité d'être très beau. Donc, c'est là où même moi, en tant que joueuse, j'ai très pris peu de notes parce que Ophélie, point exé en fait. Elle était là en mode Elle a fait un blue screen, elle était là. ça va très bien. Donc, Ophélie ne savait pas trop que faire dans cette situation. De base, elle voulait des informations. Elle avait trouvé Bayani, elle était très contente. Bon, elle a trouvé Joseph sur son chemin. Il fallait Elle a faire avec. trébuché dessus. Oh non. Ce qui s'est passé, c'est que les deux, avant d'être rejoints par Mathia ou Léonard, on s'attendra un peu plus après, ont discuté, ont échangé de banalités et elle voyait que Joseph était au courant de leur mission et qu'il posait beaucoup de questions. Malheureusement, ce n'était pas Ophélie qui était en position de pouvoir. Du coup, elle a décidé d'en parler un peu plus de sa mission. Et elle a eu raison, car il semblerait que Joseph avait des informations. Elle a tenté de savoir un peu ce qu'il voulait, un peu de tunas, je sais pas, une petite quelque chose maintenant qu'elle était enfant de primogène. Non, le monsieur veut absolument une faveur. Ah. Roulement des yeux. Bon, il fallait faire le beau jeu, les amis. C'était pour le watch time. C'est pour vous, les viewers. C'est pour vous que j'ai fait ça. Ophélie a accepté la faveur. Et c'est là que Mathia et Léonard arrivent. Donc, Ophélie reprend un peu ses esprits en mode oh, peut-être que j'ai un peu parlé comme ça. Donc, Mathia arrive. Présentation avec Joseph et Léonard. Léonard qui est aussi un caïtif, qui est un vampire plutôt grandiloquent. Quelqu'un qui aime se mettre en avant. Quelqu'un qui est séducteur, mais je pense que vous vous en souvenez peut-être, c'est le fameux vampire qui a séduit Pauline par ses mots, par ses intentions et par sa grosse Ses saucisse. performances. Ça, elle a pas dit. Elle a dit qu'il était très performant, un vrai dieu du sexe. Ophélie a encore les journaux de Pauline. Il se peut qu'il y ait eu un peu plus. Audiobook. Il est possible qu'il y ait eu des détails plus crus, lus Voilà. par un certain homme politique. Vu que ces deux caïtifs connaissaient très bien Ophélie, Léonard a pu faire ses petites blagues. Ils sont tous les quatre sortis du bar pour continuer leur conversation. Là où Léonard pleurait, parce que forcément tout le monde a envie d'être avec Ophélie, mais Ophélie ne veut pas accorder tout ce temps à tous ces beaux mondes, du coup, et lui a promis de le revoir, etc. Mais surtout, Ophélie ressort de ce bar avec une faveur, mais une faveur bien mise, car Joseph a fait tomber la vérité. La personne qui était derrière le deuxième meurtre, celui de Moira, la favorite de Antoinette, était un loup-garou, car c'est la seule créature qui peut détruire des fantômes. Donc, elle tombe un peu des nues. Peut-être pas une des seules créatures, bien évidemment. Mais voilà, c'est sur ça on a terminé notre partie, notre séance. Et c'est là-dessus que je vais vous reprendre. Jade, on va commencer avec toi tout de suite.